Bonjour, je suis Daniel Delénoé, je suis psychiatre et anthropologue et je vais vous parler de la construction sociale de la ménopause. Et pour cette deuxième partie, ce sera sur l'anthropologie. On va voir comment l'arrêt des règles et de la fertilité est perçu, pensé, construit dans différentes sociétés et dans différentes cultures. C'est ce qu'on appelle un détour anthropologique. Alors tout d'abord, il y a différents modèles physiologiques de l'arrêt des règles. Dans les sociétés traditionnelles, le terme ménopause n'existe pas. On a vu dans le précédent qu'il a été construit en France au XIXe siècle, mais toutes les sociétés traditionnelles ont des expressions, des locutions qui parlent de l'arrêt des règles, mais pas d'une entité comme la ménopause. Et chaque culture donne une explication physiologique à ce phénomène intrigant de l'apparition et de la disparition des règles. Alors on va voir quelques sociétés avec des modèles assez différents. Par exemple, chez les Samo, au Burkina, en Afrique subsaharienne, Françoise Héritier les a étudiés, et c'est une culture où on pense que le contact du chaud avec le chaud, d'une substance chaude avec une substance chaude, a pour effet immédiat d'assécher le cosmos. Or, le sang est chaud. La femme est froide car elle perd de la chaleur avec les règles. L'homme, lui, est chaud. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de fabriquer du sperme. Les femmes n'ont pas autant de chaleur et ne peuvent pas fabriquer du sperme. Mais à l'arrêt des règles, la femme ne perd plus la chaleur qu'elle perdait avec les règles. Donc elle devient chaude. Et le contact de cette femme chaude avec le sperme très chaud est dangereux et peut justement déclencher des catastrophes, des maladies, des catastrophes météorologiques, la sécheresse justement, ou des guerres et des conflits. Et de fait, quand il se passe quelque chose, un drame, une catastrophe dans cette société, eh bien on va chercher si une femme ménopausée n'aurait pas eu un rapport sexuel avec un homme. Et si on la trouve, elle est chassée loin du village. Il y a même des associations qui se sont faites, qui se sont constituées pour accueillir ces femmes. Donc c'est un phénomène qui est tout à fait réel. Alors en Italie du Sud, également, il y a cette idée de rétention du mauvais sang. Ce fameux mauvais sang qui élimine tous les poisons du fonctionnement corporel, eh bien il est là. Et à la ménopause, ce sang se dirige vers la tête et provoque des maux de tête. Donc si on a mal à la tête, c'est à cause du sang qui n'est pas parti et qui vient vers la tête. Et on pense que le sang se ralentit, devient épais, putride, stagne, peut provoquer un cancer, une leucémie, une paralysie. Donc voilà aussi une version populaire des descriptions médicales que nous avons vues dans la première partie. Alors, en Thaïlande, chez les Thaïs, il y a aussi un modèle de rétention du sang, mais avec une valeur différente, avec une valeur positive. C'est très intéressant, parce qu'on pense que la quantité de sang qui circule dans le sang est gage de bonne santé et de vigueur. Il y a même des gens, des hommes et des femmes, qui se font faire des perfusions de G5 par des soigneurs ambulants, des guérisseurs ambulants, en pensant qu'ils seront en meilleure santé. Du coup, la perte de sang menstruel est affaiblissante, parce qu'elle diminuerait le volume du sang. Dans toutes ces sociétés, on n'imagine pas que le sang menstruel vient de la desquamation de la muqueuse utérine. Il est toujours pensé comme étant venant de la circulation générale, qui n'est pas conçue comme telle non plus, mais qui fait partie du corps. Donc du coup, comme le sang ne part plus, l'arrêt des règles est bon pour la santé, puisqu'il reste dans le corps, il va augmenter le volume du sang, et ça permet de conserver la force. Donc ce modèle positif, valorisant de la ménopause, ce n'est pas un hasard qui se trouve dans une société matrilocale, matrilinéaire, où les femmes ont généralement un très bon statut. Alors au Pays de Galles, on a décrit aussi, il n'y a pas très très longtemps, une équivalence entre bouffée de chaleur et sang menstruel. Avoir des règles, c'est un signe de bonne santé. Si on n'a pas des règles abondantes, on s'inquiète. Et donc il y a une équivalence retrouvée assez fréquemment finalement entre bouffée de chaleur et sang menstruel. Les bouffées de chaleur, c'est le sang menstruel qui monte à la tête au lieu d'être éliminé. Et donc,
comme on pense c'est bien d'avoir des règles abondantes, on pense qu'il faut avoir autant de bouffées de chaleur que possible, intenses, pour être en bonne santé et pour éviter des complications. On retrouve cette équivalence entre bouffées de chaleur et rétention du sang menstruel, notamment en Afrique du Nord, en Tunisie. On a fait une enquête, on trouve même au niveau linguistique des équivalences. En Irlande rurale, on a décrit que des femmes retirent chez elles, se mettent au lit, en attendant la mort pendant des années, et elles pensent que la ménopause peut rendre folle. C'est aussi un écho lointain des conceptions de Kraepelin sur la dépression de la ménopause. Alors voilà, après ces quelques aperçus sur les différents modèles physiologiques qui peuvent nous intéresser en tant que médecins sur la physiologie de la ménopause, on va parler maintenant de l'évolution du statut social des femmes après l'arrêt des règles et de la fertilité. Alors, ça va d'un extrême à l'autre. Pour commencer, je vais vous parler des Indiens Moaves, décrits par Georges Devreux, anthropologue et psychanalyste, et qui a étudié les Moaves, donc le long du fleuve Colorado, dans les années 30 et 40. Eh bien, c'est une société aussi où les femmes ont un bon statut, et pendant et après la ménopause, la femme Moave reste au cœur de la vie. Elle a les mains pleines de travail, sa maison pleine de petits-enfants, la tête pleine de la sagesse de l'expérience, les bras souvent pleins d'un jeune mari ou amant, le regard lumineux, prompte à la répartie, et pas du tout gêné de flirter avec un homme assez jeune pour être son petit-fils. Georges Devreux conclut sur la joie gargantuesque, le plaisir de vivre des grands-mères Moaves pour qui la ménopause est une étape de développement positif. Donc ces femmes ont accès à une vie sociale, à une vie amoureuse, à une vie politique, et c'est plutôt un gain de statut, contrairement à ce qu'on a vu en Europe et dans les sociétés occidentales. Alors chez les Mayas contemporains, les femmes Mayas attendent avec impatience l'arrêt de la fertilité à partir du moment où elles ont eu les enfants qu'elles voulaient, le nombre d'enfants qu'elles voulaient. Et l'âge confère plus de pouvoir et de respect. Elles ont une vie sexuelle meilleure puisqu'elles n'ont plus la crainte des grossesses et elles apprécient beaucoup d'être ménopausées. Donc c'est une représentation positive. À l'inverse, dans une société d'Afrique de l'Est, les Jisous, la ménopause est l'époque où le suicide féminin est le plus fréquent. Si une femme qui n'a pas eu d'enfant dans une union maritale stable arrive à la ménopause, eh bien à ce moment-là, elle n'a aucune valeur sociale. Elle n'est considérée ni comme un bien, ni comme une valeur, et effectivement, le suicide est un peu la seule solution. Donc vous voyez là, l'extrême inverse, la valeur de la femme réside uniquement dans son pouvoir de reproduction d'enfants. Chez les Peuls, en Afrique de l'Ouest, on note une marginalisation des femmes. Quand elle arrive à la ménopause, la femme donne la dernière de ses calebasses à la dernière de ses filles lors du mariage de celle-ci. Et si elle n'a pas de bétail, si elle n'a pas de richesse, son statut change. Elle quitte son mari et va habiter chez son fils le plus âgé. Elle est alors socialement morte, elle vit à la périphérie de la structure familiale, elle est périphérie du camp de son fils. Donc elle n'a plus non plus de place sociale reconnue. En Nouvelle-Guinée, on a décrit aussi une marginalisation assez rude. Au cas où la femme ménopausée tarde vraiment à mourir, elle est chassée du village et va s'établir en forêt. Lorsqu'elle meurt, on ne cherche jamais la cause du décès, qui n'apparaît pas comme une mort véritable, mais plutôt comme l'extinction d'un être qui ne faisait déjà plus partie de la vie. Donc là aussi, c'est la fin de toute valeur et même le premier pas dans la mort, finalement, on pourrait dire. Donc la seule cérémonie à ce moment-là est celle de la fermeture d'un deuil qui était déjà ouvert au moment de la ménopause. Alors chez les Marocains, la sociologue Soumeya Guessous a fait une très très belle enquête, printemps et automne sexuel au Maroc. Et donc quand j'ai tiré ces éléments, en arabe et dans l'arabe du Maghreb, la ménopause se dit sin el yes, c'est-à-dire l'âge du désespoir. Donc c'est tout dire. Et pour les hommes, et les femmes reprennent souvent à leur compte cette représentation, mais la femme ne vaut plus rien. Elle devient une catastrophe. Elle n'est plus femme. À partir de 30 ans, déjà une femme n'a plus grande valeur, mais quand elle n'a plus de capacité reproductive, elle ne vaut vraiment plus rien. Alors que l'homme, lui, est censé gagner en force, en valeur, en puissance sexuelle, au fur et à mesure de l'âge. C'est-à-dire qu'un
un homme devient vieux à partir de 70 ans, une femme devient vieille à partir de 30 ans. Et les femmes disent que les hommes deviennent vieux à partir de 65 ans et les femmes à partir de 35. Donc elles sont un petit peu moins sévères, mais elles reprennent à leur compte cette domination symbolique, justement, de reprendre à son compte les stéréotypes dévalorisants. Alors en Europe, dans la noblesse féodale, Aliénor d'Aquitaine en est un très bel exemple, la femme se retrouve souvent seule à la tête de son domaine. Son mari est mort pendant les guerres, et à ce moment-là, elle dirige son domaine, elle arrange les mariages de ses filles, de ses fils, et jusqu'à se consacrer à un époux céleste en allant au couvent, mais c'est le parachèvement d'une existence après que ses capacités reproductives aient par contre été exploitées à fond avant. Norbert Elias, un grand sociologue qui a étudié la société de cour, comme si on étudiait une société au fin fond de l'Amazone, a dit que dans cette société de cour, c'était une des sociétés où les femmes avaient le plus de pouvoir, comme chez les patriciens romains. Et donc, on le voit par exemple dans le très beau film Ridicule de Patrice Lecomte, on voit une comtesse qui initie un jeune baron qui vient de la province et elle initie à ce jeu compliqué de la cour. Et ce sont des femmes qui ont du pouvoir, la marquise de Sévigné, par exemple, qui tenait un salon, qui avait une vie amoureuse, une indépendance politique, érotique. Le mari de la marquise de Sévigné, elle ne m'aime plus, dit elle ne m'aime plus, il faut que je la séduise de nouveau. Donc elles ont une liberté, un pouvoir, une valeur rarement atteinte dans l'histoire. Et donc, au moment de la ménopause, elles sont au sommet de leur connaissance de ce jeu très subtil et compliqué de la cour, et elles en usent. A l'inverse, après la Révolution, la société bourgeoise renvoie les femmes dans leur foyer, il y a une vraie régression du statut des femmes, et donc la femme est de nouveau assignée à sa fonction de reproduction, et ça donne cette fameuse ménopause et tous ces troubles dont nous avons parlé dans la partie médicale, c'est-à-dire ces femmes se retrouvent au foyer et se plaignent et vont voir les médecins, et donc à ce moment-là apparaît le concept de la ménopause, c'est-à-dire le mot crée la chose, il y a une chose qui existe, c'est la ménopause. Donc la ménopause, on peut dire, est une création de la société bourgeoise. Donc je vais vous parler maintenant de la culture populaire en Europe, et je vais partir du merveilleux travail d'une ethnologue française, Yvonne Verdier, qui a étudié avec quelques collègues le petit village de Minot en Bourgogne, et qui a fait un livre très très beau qui s'appelle « Façon de dire, façon de faire ». Et elle a aussi écrit des articles où elle analyse les contes que nous racontons à nos enfants, Blanche-Neige et le petit chaperon rouge. Et vous ne le savez pas, mais nous parlons de la ménopause à nos enfants quand nous leur racontons Blanche-Neige et le petit chaperon rouge. Blanche-Neige, c'est quand la marâtre dit au miroir « Est-ce que je suis toujours la plus belle ?» Elle lui demande en fait si c'est elle la plus belle, c'est-à-dire si c'est elle qui a toujours ses règles. Et quand elle n'est plus la plus belle, quand le miroir lui dit « tu n'es plus la plus belle », c'est qu'elle n'a plus ses règles. Et donc, Blanche-Neige, elle a ses règles à ce moment-là. Donc il y a le passage d'une jeune femme à la puberté et d'une femme d'âge moyen à la ménopause. Et donc elle veut tuer Blanche-Neige, elle se transforme dans la fameuse sorcière qu'on retrouve là. Et donc cet enjeu de la marâtre, c'est la ménopause qu'elle refuse et elle se venge sur sa belle-fille. Le petit chaperon rouge, en fait, selon Yvonne Verdier, met en scène le passage, là aussi, d'une fille à la puberté et d'une mère ou d'une grand-mère à la ménopause. Donc il y a pas mal d'éléments ethnographiques à partir de l'enquête qu'elle a faite qui montrent que le petit chaperon rouge et différentes versions va chez sa mère ou sa grand-mère apporter c'est un rite de passage vers la puberté. En revanche, il y a une version populaire qui n'est pas reprise dans les versions qu'on raconte à nos enfants, où le loup va chez la mère ou la grand-mère, c'est pareil. Au niveau classificatoire, ça a la même valeur symbolique. La tue et lui coupe les seins et son utérus et en fait une fricassée. Et quand le petit chaperon rouge arrive, elle lui dit fricasse, fricasse, mets tétine et mets téton, et mange tout ça.
Et donc le petit chaperon rouge mange tout ça. Et la suite continue. Et donc ce qui se passe dans cette version-là, c'est qu'on voit qu'il y a une transmission violente des attributs génésiques de la femme qui les perd vers celle qui les a. C'est-à-dire quand le petit chaperon rouge mange dans un repas cannibalique la tétine, les tétons, l'utérus de sa grand-mère, de sa mère, elle devient femme à son tour. Ça veut dire qu'il y a une seule femme, une seule génération peut être fertile à la fois. On ne peut pas être deux à être fertile, et donc quand l'une ne l'est plus, elle est écartée violemment. Donc vous voyez qu'il y a toute une symbolique, tout un traitement culturel et symbolique de l'arrêt des règles et de la puberté, de l'accès aux règles. Et donc, dans le monde paysan qu'elle a étudié, Yvonne Verdier parle d'un certain nombre de figures. La laveuse, par exemple. La laveuse, c'est une femme qui va de maison en maison, elle va laver le linge. Et donc, elle se déplace. Dans toutes les sociétés traditionnelles, les femmes ont un espace de déplacement très limité. Elles sont quasiment assignées à résidence et ne doivent pas s'éloigner vraiment selon un périmètre très restreint de leur domicile et de la surveillance dont elles font l'objet, ce qui est une manière pour les hommes de contrôler leur descendance. Or, la laveuse, qui va de foyer en foyer, de maison en maison, comme la coucheuse d'ailleurs, comme la matrone, comme celle qui lave les bébés et les morts, la laveuse, eh bien, ou la couturière qui va de maison en maison aussi, ces femmes se déplacent et donc ce sont des femmes ménopausées. C'est-à-dire qu'elles ne risquent plus d'être enceintes, donc d'avoir des enfants hors mariage ou hors du contrôle de leur reproduction par les hommes. Et donc cette stérilité leur accorde une liberté de circulation qu'on trouve dans beaucoup de sociétés traditionnelles. C'est le moment où on va faire un voyage à la Mecque, c'est le moment où on sort de la maison, c'est le moment où on va être devineresse, guérisseuse, des fonctions comme ça qui sont dangereuses. Yvonne Verdier dit qu'elle devient invulnérable et inoffensive. C'est-à-dire qu'elle est invulnérable parce qu'on ne peut plus détruire sa fertilité, qui est quelque chose de très fragile. Il y a tout un tas de précautions pour protéger la fertilité des femmes. Et inoffensive parce que ce sang menstruel tellement dangereux, toxique, elle ne l'a plus. Elle ne va plus le répandre à l'extérieur. Et donc elle a un certain nombre de fonctions sociales, plus ou moins dangereuses elles-mêmes, comme de commercer avec le monde invisible, d'être devineresse, de guérir de la sorcellerie, des choses comme ça, qui lui sont réservées et qu'elle fait plus ou moins de bonne grâce. Donc les sociétés traditionnelles proposent un certain nombre de fonctions à ces femmes donc, ménopausées. Alors dans les sociétés occidentales, à la deuxième moitié du XXe siècle, sociétés industrielles, je vais vous citer quelques auteurs qui nous donnent des informations intéressantes sur les représentations, mais pas médicales, mais plutôt par des intellectuels. Alors Simone de Beauvoir, qui pourtant a su déconstruire le deuxième sexe, le sexe, la construction sociale justement du féminin, c'était la construction du genre, hein, avant qu'on ait le terme, eh bien quand elle parle de la ménopause, finalement on a l'impression qu'elle cale un peu. Elle dit que la femme est brusquement dépouillée de sa féminité, qu'elle vit un drame moral, et qu'elle tisse tristement le néant de ses jours au moment où elle a une liberté, mais dont elle n'a rien à faire. Avec le crochet, elle tisse voilà, le néant de ses jours. Donc c'est des pages absolument désespérées, et alors que tout ce qui était concerné la femme, elle avait pu le ramener au rapport de pouvoir entre hommes et femmes, et là elle reste finalement à un biologisme, un déterminisme biologique qu'elle avait pu critiquer par ailleurs. Hélène Deutsch, la même génération, une psychanalyste, élève de Freud, qui écrit un des premiers livres sur la psychologie des femmes, eh bien, dit que la ménopause est un désastre, une humiliation. La résignation est sans compensation. La résignation sans compensation est souvent la seule solution. Et une psychothérapie est rarement indiquée parce qu'elle ne sert à rien. Donc là aussi, espèce de catastrophe, où elles reprennent, si vous voulez, ces deux femmes, les représentations dominantes. De la part de Simone de Beauvoir, c'est beaucoup plus surprenant. Et enfin, je vais vous citer une grande anthropologue américaine, Margaret Mead, qui, elle, a étudié plusieurs sociétés, 7 sociétés, et qui a vu justement que la ménopause était vécue, pensée, représentée
différemment selon la société, et qui donc voit la construction sociale de la ménopause et ne colle pas à la représentation de sa propre société, comme le font Beauvoir et Deutsch. Et elle dit que la ménopause peut être une étape de la vie paisiblement acceptée, ou encore heureusement surmontée, quitte alors à affronter la rivalité avec le mari sur le plan de la réussite professionnelle. Donc elle arrive à prendre une vraie distance. Un mot sur l'enquête que j'ai faite dans les années 90, en population générale, qui montrait qu'il y avait 3 grands types d'expérience et de représentation de la ménopause. Il y avait une représentation négative, minoritaire, hein, c'était 39%, une représentation neutre, majoritaire, 44%, et même une représentation très positive, 17%. Donc globalement, dans leur expérience, les femmes ont une vision, un vécu de la ménopause plutôt neutre, positive. Certaines femmes le vivent très mal, mais c'est généralement des femmes qui n'ont pas une identité autre que celle de la reproduction. Ce sont des femmes qui ne travaillent pas. C'est des femmes qui étaient maîtresses à la maison, maîtresses de maison, des femmes au foyer. Ou alors des femmes de milieux populaires le vivent très bien parce que enfin elles auront du temps. Elles ont travaillé toute leur vie, elles ont eu des enfants, enfin elles sont à la retraite et elles ont du temps pour elles. Ça, c'est l'expérience positive. Et les femmes qui ont un emploi valorisant, qui continuent à travailler, eh bien elles voient à peine passer la ménopause, c'est une représentation neutre. Donc on voit que la domination symbolique, l'intégration des stéréotypes est inégale et varie selon les situations des femmes. Donc ce n'est pas la femme, c'est les femmes dans différentes situations. Et que l'assignation au biologique peut être prise en défaut. Le statut social des femmes à l'arrêt des règles et de la fertilité dépend vraiment du degré de domination masculine dans chaque société et dans chaque groupe social. Merci.